Buonasera a tutte e a tutti. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues. C'est un plaisir que de vous souhaiter la bienvenue pour la première ou pour la deuxième ou troisième fois pour ceux qui ont participé à la rencontre précédente avec monsieur le professeur Parisi. Bienvenue, disais-je, à ce nouveau rendez-vous du cycle de séminaire intitulé La techné et la police. 4 leçons sur l'actualité et sur le futur. Une série donc d'événements qui sont organisés dans le cadre de ce magnifique enclos du Vicolo Valdina. Et nous avons souhaité organiser tout ceci pour favoriser le débat public et la confrontation qui soit le plus ouverte possible. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir ce soir Eric Sadin, philosophe, expert en technologie digitale. Je le remercie énormément d'avoir accepté notre invitation. Par le biais de ses ouvrages, il offre au débat sur ces sujets des instruments critiques qui sont fondamentaux et qui ouvrent des parcours inédits d'approfondissement. Nous avons déjà commencé à en parler et je pense que ce soir nous écouterons des choses ô combien intéressantes. Des éléments qui, bien entendu, seront très stimulants pour nous. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs que le titre de ce séminaire, Intelligence artificielle générative, un tremblement de terre social, culturel et de civilisation au défi de la loi, contiennent le mot tremblement de terre. Nous allons donc écouter qu'est-ce qu'il y a derrière ce choix lexical. Nous allons raisonner ensemble sur un phénomène qui est celui de l'intelligence artificielle et qui progressivement est en train de redéfinir les coordonnées de notre coexistence civile, sociale, politique, éthique et philosophique. Ce cycle de séminaires, en effet, a pour but de promouvoir la prise de conscience et de permettre également de construire à tous les niveaux une idée qui nous permette de gouverner l'innovation, en posant au centre l'être humain pour le bien justement de l'humanité, pour son développement dans le domaine de la justice et du respect des droits. C'est ce que nous a rappelé le pape Léon XIV il y a quelques jours seulement. Reconnaître et respecter ce qui caractérise de façon unique l'être humain. C'est quelque chose d'essentiel pour le débat à n'importe quel niveau, pourvu qu'il s'agisse d'une gestion éthique de l'intelligence artificielle. C'est à partir de là que nous voulons commencer, à partir de la connaissance. Nous avons ouvert cette série de rendez-vous avec le prix Nobel Giorgio Parisi qui nous a parlé de la genèse de l'intelligence artificielle et de l'imitation technologique des réseaux neuronaux du cerveau humain. Nous en avons vu les risques, comme les biais et les distorsions, ainsi que les dérives qui peuvent se présenter en raison de la fonction de collecte massive et de filtre des données qui est faite par les LLM. Si ces systèmes arrivaient à conquérir une sorte de position de monopole, dirais-je, non seulement pour ce qui est de la recherche d'informations, mais également pour la production ou reproposition de ces informations, on risquerait de faire ébranler la base de nos connaissances et de nos communautés, ce qui risquerait de redéfinir de façon péjorative les bases et les principes, les fondements de la société. Pour avoir des instruments à disposition de nos débats, les bureaux de la Chambre des députés et de la bibliothèque, que je remercie pour leur travail énorme, ont réalisé un document que vous trouvez sur vos sièges, un document dans lequel sont indiquées les sources et les documents qui parlent de la relation entre l'innovation technologique et la société à partir des innovations de la philosophie classique pour en arriver au débat dans le contexte de la révolution scientifique, avec une attention particulière qui est consacrée à la dimension parlementaire de ce débat entre technologie et choix politique, qui fait l'objet de notre analyse depuis la deuxième moitié du XIXe siècle et qui a abouti aux principes et valeurs de notre Constitution. Il est donc important, à des niveaux tels que le niveau parlementaire, que de récupérer le passé et à la lumière de ceci, de regarder à l'avenir avec un esprit ouvert, en écoutant des voix qui nous poussent même à regarder au-delà des approches conformistes qui sont purement idéologique parfois. Il est donc vraiment très précieux que d'avoir parmi nous ce soir Eric Sadin qui depuis longtemps dénonce les fuites déshumanisantes d'un certain modèle
de développement technologique. Dans l'un de ses ouvrages les plus connus, Critique de l'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle, l'auteur parle de tout ce qui est en train de se passer, car l'intelligence artificielle, qui a été un instrument dans les mains de l'homme, pourrait devenir une série de systèmes qui risquent de gouverner son existence et de bouleverser son existence, telles que ses capacités créatives, par exemple. Notre invité me corrigera peut-être, mais j'ai cru comprendre que le danger, c'est que l'intelligence artificielle se propose comme étant une source de nouvelles vérités. Eh bien, c'est pour parler de ces risques que le Parlement et l'opinion publique doivent être alliés lorsqu'il s'agit de structurer une pensée qui serve pour alimenter notre prise de conscience, connaître donc pour décider, pour mieux utiliser cette innovation en conservant la primauté de la personne sur la machine. Je passe donc très volontiers la parole à Éric Sedin, que je remercie infiniment d'être ici. Et je suis certaine que ses propos pourront enrichir notre réflexion et stimuler un débat qui est vraiment ô combien nécessaire. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, nous commençons un peu en retard. J'espère que mon temps de parole ne sera pas amputé en fonction. Je remercie Madame Anna Ascani pour son invitation et la chaleur de son accueil, ainsi que toutes les équipes qui ont favorisé ma venue dans les meilleures conditions. Et je vous remercie, mesdames et messieurs, d'être là ce soir présents. Je regarde l'heure parce que j'ai beaucoup de choses, nous avons beaucoup de choses à dire ensemble ce soir. Et je pense, peut-être qu'à la fin, je crois que vous ne me contredirez pas, que chacune des choses que j'ai à vous dire ce soir, chacune, sont d'une extrême importance. Nous vivons un moment de haute gravité. Je vais même dire d'une très haute gravité. Mais nous ne le voyons pas bien. Ou nous commençons seulement à peu près par quelques signes à le pressentir. Parce que, mesdames et messieurs, au vu de toutes les recherches que je mène maintenant depuis bien plus d'une quinzaine d'années, merci mesdames et messieurs, j'ai constaté, à mon grand dépit, mais c'est ainsi, que particulièrement en matière de numérique et d'intelligence artificielle par suite, la société se réveille toujours trop tard, toujours avec délai. C'est une vérité qui est devenue, à mes yeux, malheureusement, intangible. Parce que le fait est que nous avons un rapport troublé, flouté au présent, et qu'en face se développe, sans presque aucun frein, une industrie qui n'écoute que ses propres intérêts et qui entend imposer ses productions qui se développent à vitesse exponentielle, à la société tout entière. Quand je vous dis que nous nous réveillons ou que nous avons du mal à saisir les phénomènes au présent, ou que nous nous réveillons toujours avec délai, parce qu'il nous arrive parfois de nous réveiller, quand nous nous réveillons, mesdames et messieurs, il arrive parfois que le sommeil demeure. Je vous donne un exemple du fait d'une extrême gravité, qui témoigne du fait que nous nous réveillons trop tard. Quand je dis nous réveillons trop tard, ça veut dire aussi que très souvent nous sommes pris par des formes d'exaltation
Ce n'est pas seulement de se réveiller trop tard, c'est que nous sommes saisis par des formes d'exaltation. Alors je vous donne un exemple le plus éloquent de ce que je viens de dire en quelques mots, mesdames et messieurs, avant de commencer dans le cœur du sujet. Je pense à ce qui s'est passé au milieu des années 2010, vous vous en souvenez peut-être, qui a vu dans nombre de pays du Nord, et particulièrement dans les pays du Nord de l'Europe, en Suède, en Norvège, qui étaient aux avant-postes de ce processus, mais aussi en France et dans d'autres pays, des responsables pédagogiques affirmaient, comme presque du jour au lendemain, qu'il fallait, je ne sais pas si cette expression se dit en italien, toutes affaires cessantes, c'est une urgence absolue, engager une transformation, ça sonne très chic, hein, une transformation digitale de l'école publique et de l'université. C'était une urgence, toutes affaires cessantes. Évidemment que c'était poussé par le lobbying de l'industrie du numérique, qui est très très puissant. Et pour ma part, j'ai entendu, par exemple, en novembre 2014, je vais essayer de ne pas être trop long sur ça, mais c'est très important, le président Hollande, à l'époque président de la République française, dire comme ça, le fait du prince, on dit enfin, le fait du prince, lors d'une émission télévisée, d'une interview télévisée, à partir de l'année prochaine, tous les collégiens en France, ça veut dire de ceux qui ont 12-13 ans, à partir de la classe de 5e, n'auront que des tablettes numériques. Que. Alors, très interloqué, j'appelle des amis à l'inspection académique, j'appelle des amis professeurs, je dis, est-ce que vous êtes au courant de ce fait du prince? Mais non, rien. Non, il n'y a eu aucune étude d'impact, aucune concertation avec les professeurs. Évidemment, le lobbying, et notamment à l'époque, c'était Microsoft. Alors, quand je suis énervé, en général, j'écris une tribune. Donc, quelques jours plus tard, je publie dans Libération une tribune qui s'intitule « L'ineptie des tablettes numériques au collège ». L'ineptie des tablettes numériques au collège. En 2014, mesdames et messieurs, à un moment où c'était le moment de l'exaltation, il fallait tout numériser, jusqu'au cerveau peut-être des élèves, qui sait. Et à l'époque, j'entendais des gens, déjà sur Twitter à l'époque, dire « Éric Sadin, il veut revenir à la bougie ». C'est génial. Alors en français, on dit « la vengeance, c'est une triste vengeance, est un plat qui se mange froid ». Parce que qu'est-ce que vous, peut-être avez-vous relevé, mesdames et messieurs, qu'il y a exactement 2 ans, en mai 2023, que dans les pays du Nord, des ministères de l'Éducation, des députés, des responsables pédagogiques, et pour la plupart qui étaient à l'origine de la numérisation, toutes affaires cessantes à tout crin de l'école publique, se sont dit un bilan de 10 années, on s'est beaucoup, voire on s'est trompé totalement. On a eu tort d'abandonner l'utilisation des livres, de la lecture patiente des livres, d'abandonner la lecture manuscrite, dont on sait qu'elle active des zones cérébrales particulières. On a eu tort de n'écouter que jusqu'à des neuroscientifiques qui étaient dans ce mouvement-là. On a eu tort, on est désolé, on s'est trompé, on va essayer de tout faire, de revenir, de faire machine en arrière. Oui, mais mesdames et messieurs, c'est très grave. Parce qu'entre-temps, on a sacrifié une génération. Et qu'on ne fait jamais machine arrière. Ça n'existe pas. Les habitudes sont déjà prises. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une exaltation. Nous sommes à la Chambre des députés italienne. Il y a une puissance du lobbying. Et puis, il y a la conscience d'avoir agi par trop de précipitation. Et au moins, il y a l'honneur de se rendre compte que c'était une erreur. Mais vous savez, avant de commencer sur
le cœur de ma présentation, peut-être avez-vous entendu parler qu'en France, désormais, alors qu'ils sont en ligne depuis plus de 20 ans, pour les sites pornographiques en ligne, il est demandé une vérification de l'identité de la majorité beaucoup plus rigoureuse. Non mais de qui se moque-t-on 20 ans plus tard, quoi, hein? Comme on dit en français, on marche sur la tête. Mais c'est pareil avec les réseaux sociaux. Maintenant, on veut, en France et dans d'autres pays d'Europe, on veut interdire l'utilisation des réseaux sociaux au moins de 15 ans. On réfléchit. Mais oui, mais l'acmé, enfin le début de la généralisation des réseaux sociaux, mesdames et messieurs, c'était le tournant des années 2010. Ça a 15 ans. Donc 15 ans plus tard, on s'est dit, tiens, il faudrait peut-être faire quelque chose. Vous voyez ce délai, ce retard dont je vous parle? Comprenez ce délai? Et puis maintenant, il y a une commission en France. C'est génial. Dès qu'on s'inquiète un peu, mais qu'on ne fait pas beaucoup d'actions, l'idéal, c'est de monter une commission sur les effets sur les esprits des adolescents de TikTok. TikTok, le début, c'est 2016. Hein. Alors qu'on voit les dégâts que ça crée sur des générations TikTok, on est en mi-2025. Hein. Donc presque 10 ans, on vient se dire, on fait monter une commission. On ne sait même pas ce que va devenir cette commission. Le délai. Alors, le 30 novembre 2022, lors du lancement de ChatGPT et plus largement des IA génératives, il s'est produit, oui, ce que j'appelle, ce que nous pouvons comprendre, si vous me suivez, un tremblement de terre social, et nous le verrons de plus en plus, culturel, civilisationnel, et ça nous le verrons de plus en plus, et employons des grands mots pendant qu'on y est, et anthropologique. Je m'expliquerai. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé ce que j'appelle le tournant intellectuel et créatif des systèmes d'intelligence artificielle. Le tournant intellectuel et créatif. Qu'est-ce que ça veut dire, le tournant intellectuel et créatif? Pour bien le comprendre, à mon sens, il convient d'user d'une formule littérale. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il est dorénavant délégué à des systèmes, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça en étant littéral, d'assurer un nombre qui sera toujours plus étendu, mesdames et messieurs, d'assurer, je le redis, un nombre qui sera toujours plus étendu, de tâches, d'activités qui jusque-là voulant dire depuis la nuit des temps, mobiliser nos facultés, mon Dieu, intellectuelles et créatives. Et je dis ça à Rome, mesdames et messieurs, territoire de la création, territoire des arts, territoire de l'humanisme dans ce qui est la plus grande en tant qu'expression des facultés les plus grandes qu'auront exprimées des personnes qui se seront attelées à donner le meilleur de ce qu'ils ont d'eux-mêmes aux autres, à la communauté des citoyens. Et ce tournant intellectuel et créatif, c'est un tournant, il vient s'agréger, ça va vous paraître compliqué, mais c'est très simple ce que je vais dire là, il vient s'agréger, mais non pas se substituer, il ne vient pas remplacer la dimension qui est à l'œuvre depuis une quinzaine d'années avec l'intelligence artificielle, avant qu'elle ne devienne générative, ou en tous les cas, qui ne regarde pas ses fonctions génératives, qui est principalement à l'œuvre dans des exploitations toujours plus généralisées depuis une quinzaine d'années, qui, elle, regarde une dimension. Il est important de donner des concepts pour saisir, pour bien comprendre ce qui se joue.
On va dire que c'est le rôle de la philosophie qui aussi, c'est une parenthèse que je fais, mesdames et messieurs, tout ce que je vous dis là, je vous l'ai dit à partir de ma pure indépendance, de mon absolue indépendance. Je n'ai aucun intérêt privé qui motive mes paroles, zéro. Contrairement aux ingénieurs et aux entrepreneurs à qui on ne cesse d'ouvrir les colonnes de la presse ou des plateaux radio et télévision, qui parlent toujours à partir de leur intérêt. Donc ce tournant intellectuel et créatif, il vient s'agréger à la dimension qui est encore à l'œuvre et plus que jamais, cognitive et organisationnelle de l'intelligence artificielle. Alors je vais m'expliquer en quelques mots. Vous savez, à propos de l'intelligence artificielle, on est dans un moment depuis quelques années où on entend de tout. Hein. C'est la cacophonie. Hein. C'est le chaos et la cacophonie mêlée. Hein. On en arrive même à ce que le premier venu vient sur des plateaux télé dire tout et n'importe quoi sur l'intelligence artificielle. Hein. Et souvent n'importe quoi. Hein. Mais ça passe, ça entre dans les représentations. Un tel pense ça, un tel pense... C'est comme si on avait perdu l'impératif d'analyse rigoureuse et objective. Et notamment de procéder par des définitions. Concernant l'intelligence artificielle cognitive et organisationnelle, les définitions sont très importantes pour comprendre ce à quoi on a affaire, mais il se trouve que personne ne les fait, ces définitions. Alors, pour qu'on se comprenne, il faut bien qu'il y ait des clés d'intelligibilité communes, sinon on ne se comprend pas. Cet effort de définition, mesdames et messieurs, pour ma part, je me suis efforcé de le faire dès un ouvrage qui a été publié en 2018, qui a été publié par Luis University Press, qui s'appelle L'intelligence artificielle, l'enjeu du siècle en français. Je crois que c'est critique de la raison artificielle en italien. Qu'est-ce que c'est principalement l'intelligence artificielle? Et c'est une définition que j'avais donnée en 2018 et qui concernant ce champ-là, n'a pas vieilli d'une ride, contrairement à nous tous, malheureusement, n'a pas vieilli d'une ride, c'est que c'est un changement de statut des technologies numériques. Changement de statut des technologies numériques. Soyons précis quand on parle d'enjeux d'une telle importance et d'une telle portée, mesdames et messieurs, plutôt que d'entendre « il en faut plus, il en faut moins, on va mettre l'homme au centre, ça va être formidable », et vous savez, tous ces discours hors sol, non argumentés. La définition, changement de statut des technologies numériques, qui ne sont plus seulement destinées, comme elles le sont depuis des décennies, à la collecte, au stockage, à l'indexation, on appelle indexation, taper des mots-clés, et puis avoir accès à des corpus en rapport avec les mots-clés, et à la manipulation à diverses fins de l'information. C'était ça, les fonctionnalités principales des technologies numériques. Depuis une vingtaine d'années, s'est agrégé d'autres fonctionnalités. J'ai envie de dire une autre mission, d'autres missions, et vous allez voir que c'est d'une extrême, c'est d'une portée de très haute importance, une autre mission. Et quelle est-elle? C'est celle d'expertiser le réel. D'expertiser le réel. Et d'expertiser des pans toujours plus étendus du réel et de plus en plus en temps réel. Alors, faites-moi confiance, mesdames et messieurs. Je sais que quand je dis cette phrase, souvent je vois des gens qui ont un air, qui froncent un peu les yeux, disent on ne comprend pas bien ce que veut dire cette phrase. Alors je vais vous donner un exemple. D'expertiser le réel, des pans de plus en plus étendus du réel et de plus en plus en temps réel. Je vous donne un exemple. Parmi une myriade d'applications, de systèmes qui s'inscrivent dans cette logique, l'application Waze, rachetée à une société israélienne à la fin des années 2000 par Google, et qui fait quoi, Waze? Mais c'est un exemple parmi, pas des millions, mais des centaines de milliers d'exemples, mais c'est le plus emblématique, parce que tout le monde l'utilise et c'est clair. Et qui fait quoi? Qui expertise l'état du trafic au moment où on l'interroge,
qui va récolter des monceaux, on dit en italien monceaux, des multitudes, des monceaux de data, d'informations selon des volumes et des vitesses qu'aucun être humain ne serait capable d'obtenir ni de traiter, et qui en temps réel, par exemple si on veut aller de Rome à Florence, tout le monde utilise ça, signale l'état du trafic, mais pas seulement. Pas seulement. Ces systèmes suggèrent d'emprunter tel itinéraire plutôt que tel autre. Suggèrent d'emprunter telle voie plutôt que telle autre. C'est-à-dire que depuis le début des années 2010, en gros, il est dévolu aux technologies de détenir un pouvoir injonctif. Pouvoir injonctif. C'est-à-dire de nous dire, de nous signaler à différents niveaux que je n'ai pas le temps d'expliquer là, pour vite entrer dans la question des IA génératives, de nous dire, et de plus en plus avec la voix, c'était ça de la vérité dont vous parliez, Madame Ascani, de nous dire d'agir de telle manière plutôt que de telle autre. Est-ce que vous voyez l'événement politico-juridique, civilisationnel qui s'opère à partir du moment où des systèmes orientent, encadrent, dictent jusqu'à dicter le cours de l'action humaine, et en vue de deux seules visées. C'est pas très compliqué, hein, il n'y en a que deux. Deux. Il n'y en a pas 50, il y en a deux. La première, c'est d'entraîner ce que j'appelle une marchandisation intégrale de la vie, c'est-à-dire des systèmes interprètent nos comportements, ce qui était à l'œuvre avec les applications. Hein, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé, l'iPhone, les smartphones à partir de 2007. Ce moment a une date inaugurale, 2007, les applications, qui ne faisaient pas seulement de nous offrir continuellement quantité de services, mais interpréter nos comportements et nous envoyer des signaux. Rencontrer telle personne avec les sites de rencontre qui vous conviennent, capacité interprétative et orientation de l'action humaine, interprétation des comportements, acheter tel produit, on reçoit une notification qui correspond à vos comportements. Netflix aujourd'hui, interprétation de nos habitudes de consommation, de visionnage, signaux en retour. J'appelle. Et ces niveaux-là, je n'ai pas le temps de développer là, ils s'opèrent à plusieurs niveaux, incitatifs, plusieurs niveaux, mais ils s'opèrent aussi à l'intérieur de niveaux qui voient la deuxième visée, c'est-à-dire qui n'est plus celle d'entraîner une marchandisation intégrale de la vie, c'est-à-dire une relation client ininterrompue entre des systèmes qui interprètent, recommandent continuellement, mais en vue d'entraîner une vision, une société, une vision du monde qui à terme se voudrait délivrer du moindre défaut, qui viserait un hygiénisme qui est très en rapport avec une certaine idéologie de la Silicon Valley que j'avais analysée pour mon livre « La siliconisation du monde » qui était paru chez Einaudi en 2017, je crois, en France en 2016. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire des systèmes qui interprètent, et surtout dans la vie collective, des actions collectives qui envoient des signaux d'agir de telle manière plutôt que telle autre, mais là on n'a pas le choix. Et Madame la vice-présidente du Parlement, ce que je vais dire là a des conséquences politico-juridiques d'une extrême gravité. Ça fait 10 ans que j'en parle, mesdames et messieurs, je radote. Jamais je n'ai vu un parlementaire dans le monde se pencher sur ces questions. Pas seulement en Italie, hein, pas en France, dans le monde entier. De quoi je parle? Eh bien, si vous voulez voir, mesdames et messieurs, l'enfer managérial, parce que il est un fait que, avec le temps ça va être compliqué, il est un fait que les systèmes d'intelligence artificielle depuis une dizaine d'années sont beaucoup
exploité dans le management. Envie d'encadrer les conduites et d'interpréter continuellement ce qu'on appelle les mesures de performance du personnel. Si vous voulez voir l'acmé de ces méthodes-là, le comble, ou la version infernale, ou la plus infernale de ces pratiques, allez dans les entrepôts de e-logistique. Nespresso, ou mieux encore, Amazon. Qui voit quoi? Qui voit des systèmes d'intelligence artificielle interpréter les comportements des manufacturiers qui sont équipés de capteurs. Capteurs, on entend, téléphone, oreillette audio, qui localisent leur position, qui interprètent, toujours cette histoire d'interprétation, tout ce qu'ils ont fait jusque-là, et qui leur envoient des signaux, des systèmes d'intelligence artificielle. C'est toujours cette systématique-là qui s'opère à différents niveaux, en vue, leur enjoignant. Là, ce n'est pas la suggestion, acheter tel produit plutôt que tel autre. Leur enjoignant d'aller chercher tel produit dans telle armoire pour les déposer à telle vitesse. Quand je dis telle vitesse, à des cadences infernales qui génèrent des troubles musculo-squelettiques et des effondrements psychiques, d'aller déposer à telle cadence dans telle palette, réduisant des humains, vous le reconnaîtrez, mesdames et messieurs, à des robots de chair et de sang, leur niant toute intégrité, dignité humaine, j'y reviendrai tout à l'heure, le concept de dignité humaine, pic de la Mirandole, l'humanisme renaissant, réduisant donc des robots de chair et de sang, ces manufacturiers à des robots de chair et de sang, leur privant de toute intégrité, dignité, estime d'eux-mêmes, avant qu'ils ne soient remplacés bientôt, parce que la course est toujours sans fin. On peut dire autre chose que sans fin. On peut dire la course est toujours plus folle, toujours plus folle. Avant qu'ils ne soient remplacés par des robots dotés de qualités kinesthésistes. Alors, ils seront dégagés plus ou moins aimablement. Et cela, Madame la vice-présidente, Madame Ascani, est-ce qu'une fois un législateur s'est penché sur ces méthodes managériales infernales, dont tout le monde profite? Jamais. Alors, le 30 novembre 2022, je vous fais une petite confession. Je commence à être chaud. Ça fait une demi-heure que je parle et puis la température est élevée. Je vous fais une confession d'une seconde. On est entre nous ce soir. La nuit du 30 novembre au 1er décembre 2022, je peux vous dire, alors que moi qui ai un très bon sommeil, que j'ai très mal dormi, voire je n'ai pas dormi. Alors que je dors comme un bébé, comme on dit en français, je ne sais pas si on dit ça en italien. Je n'ai pas dormi. Parce que j'ai tout de suite vu. Je vous dis la vérité, j'ai tout de suite vu. Alors j'ai vu quoi? Ce qu'on va commencer à voir maintenant. J'ai tout de suite vu. Il y a une phrase dans Céline, Voyage au bout de la nuit, qui va être en exergue de mon prochain essai qui va paraître en octobre en France, qui s'intitule Le désert de nous-mêmes. Je vais m'expliquer. Le tournant intellectuel, sous-titre Le tournant intellectuel et créatif. Et j'ai décidé de mettre en exergue, bon, le personnage est peu fréquentable, mais c'est un immense écrivain, comme tout le monde le sait. Cette phrase de Céline qu'on voit dans Voyage au bout de la nuit, la catastrophe, virgule, moi, je l'ai vu venir. Alors, que s'est-il passé le lendemain, donc, de mon insomnie? Ça me fait rire, mais ça ne me fait pas rire du tout. Que s'est-il passé ça ne vous fait pas rire, je vois. Que s'est-il passé le lendemain? Ça va, l'interprétation? Ça va? Que s'est-il passé le lendemain du 30 novembre? Les jours qui ont suivi et les semaines qui ont suivi. Vous vous en souvenez? Là, je vais vous raconter des choses que nous avons tous vues à cette période très récente. On a vu des foules de millions d'individus, notamment ça s'écrivait sur les 10 réseaux sociaux, dans les émissions,
dire, mais c'est très, très, très... parce que c'était très intéressant de voir la réaction de foule d'individus s'enthousiasmer de ce lancement de ces systèmes, mais en disant que c'était bluffant, et en effet, c'était bluffant de voir des systèmes que sur une simple instruction, ce qu'on appelle, vous le savez tous, on le sait tous, des prompts, produisent du pseudo-langage. Je vais expliquer pourquoi c'est du pseudo-langage. C'est du langage de la mort, c'est du langage nécrosé, c'est absolument pas du langage. Mais c'était effectivement très bluffant. Mais ces mêmes foules, je me souviens très bien de ça, ça m'avait marqué, j'ai même écrit une tribune dans les jours qui suivent, expliquant tout ce que je vais vous dire là. Je crois même qu'elle a été publiée en Italie, je ne sais plus dans quel journal, peu importe. Mais ces mêmes foules, que disait-elle encore? Elle disait, ça témoigne de la conscience critique des foules, hein, quand même. Ça témoigne. Hein. Elle disait, mais il faudrait encore bien davantage de développement technologique pour que ça s'apparente à du langage, la phrase je la connais par cœur, hein, pour que ça s'apparente parfaitement à un langage humain. C'était ça, les réactions générales. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est génial, c'est bluffant, mais il y a encore des défauts, il faudrait encore travailler. Hein. On dit marcher sur la tête en français, pour que ça s'apparente à un langage parfaitement humain. Mais elle est là, notre grande erreur, mesdames et messieurs. Notre immense erreur, qui va nous conduire au désert de nous-mêmes. Elle est là, notre immense erreur. C'est que ce n'est nullement un langage qui s'apparente au nôtre. Parce que, au lieu de se jeter sur ces systèmes, il aurait fallu aussitôt aller voir comment ils fonctionnent. Ben oui. À quoi a-t-on affaire? Est-ce qu'on est à ce point naïf? Donc le langage qui nous caractérise en propre, notre singularité, qu'au lieu de se jeter sur ça, qu'on se demande mais comment ça marche? Ce que j'ai fait pour ma part, dès les jours qui ont suivi, c'était l'objet d'une tribune qui est parue dans Le Monde, qui s'appelait « L'illusion d'un langage naturel », début janvier 2023. Et qui voit quoi? Qui voit ces systèmes, je vous explique ça en quelques mots, parce que c'est très important. Qui voit quoi? J'ai commencé, quelle heure? Il était 20. Qui voit quoi? Qui voit des systèmes qui sont conçus pour aller moissonner, c'est-à-dire récolter la totalité des corpus numérisés existants depuis la nuit des temps, livres numérisés, articles de presse, bases de données, échanges en tout genre entre les individus, posts sur les 10 réseaux sociaux, tout, en vue de les analyser et d'en tirer des lois sémantiques via des analyses statistiques, en opérant des traitements mathématiques et de les soumettre à des schémas logiques. C'est pour ça que ça s'appelle LLM, comme vous avez dit, Madame la Vice-présidente, large, c'est même pas large, c'est gigantesque, pharaonique, language model, immense, qui sont fondés sur un principe majeur, c'est les statistiques, mais pas seulement. Statistiques, c'est-à-dire d'analyser que dans certaines situations, il y a tel registre de mots, et en vue d'opérer, ça c'est extrêmement important, je vais essayer de dire tout cela en quelques instants, en vue d'opérer de façon automatisée des corrélations. Là, la mort, elle commence à être là, hein, ce que j'appelle la nécrose. L'enfer, il commence à être là, la corrélation. Qu'est-ce que ça veut dire, la corrélation? Ça veut dire que les systèmes identifient des régions sémantiques. On le sait, ça, hein, tout le monde le sait. Par exemple, au terme, si on met voiture dans la région sémantique, route, volant, fauteuil, autoradio, ça ne sera jamais très loin. Ça sera proche. Mais ça ne suffit pas qu'il y ait là le principe de la corrélation pour enchaîner des mots les uns à la suite des autres. Ça ne suffit pas. C'est aussi fondé sur le principe de la probabilité. Par exemple, quand on utilise sur WhatsApp, ou des systèmes, il est là assez tard,
On dit « je viens te voir ce », et le système, au vu de l'heure, de mes usages, des statistiques, suppose que c'est ce soir le mot qu'il propose. En ça, c'est un régime de la probabilité au vu de ce qui a déjà existé. Et donc, ce qui est à l'œuvre avec ce langage schématisé, mathématique, statistique, capitalisé, ce que j'appelle un capitalisme linguistique, c'est le régime de la conformité. Qu'est-ce que ça veut dire de la conformité? C'est-à-dire que, entendez bien ce que je vais dire, mesdames et messieurs, a lieu, c'est horrible ce que je vais dire, hein, c'est un cauchemar ce que je vais dire. Hein. Enfin, suivez-moi là, mesdames et messieurs, la phrase que je vais dire là, c'est un cauchemar. A lieu ce qui doit avoir lieu. A lieu ce qui doit avoir lieu. Tout ce que je viens d'écrire en quelques mots, hein, c'est à l'opposé absolu. Quand j'ai dit ça dans une conférence au Musée d'art contemporain de Buenos Aires, mon interprète, plusieurs fois, disait « antipodes » en espagnol. Je lui ai dit « tu ne peux pas aller plus loin que antipodes, encore plus, l'opposé absolu. Aucun rapport. Comprenez, mesdames et messieurs? Il faut trouver les bons mots, encore aucun rapport. Parce que qu'est-ce que c'est le langage, mesdames et messieurs? Nous reconnaîtrons tous que le langage, c'est le lieu le plus emblématique de la rencontre entre chacun d'entre nous et le legs commun. C'est non seulement le vecteur de l'expression de notre singularité, de la liberté, de notre liberté qui s'exprime par le pouvoir de parole, mais aussi de la reconnaissance de la pluralité, personne ne portant une même parole, hein. Mais il est surtout cette rencontre très singulière, en réalité miraculeuse, entre chacun d'entre nous et le legs commun. On appelle legs commun les livres, les langues, la langue, notre langue, l'italien, le français, le latin, les langues qui font partie de nos représentations, les langues de chacun, et qui procèdent d'un processus, excusez-moi d'être redondant, qui procède d'un processus qui s'inscrit, qui prend naissance, c'est le cas de dire, à un moment de l'existence, mesdames et messieurs. C'est au contact de ses parents, de ses proches, mais surtout dans ce lieu sacro-saint qui est en train d'être dévasté, madame la vice-présidente du Parlement, qui est l'école. C'est là que dans l'enfance, on apprend le legs commun. On apprend les règles de grammaire, on apprend l'orthographe, on apprend les grands textes, on apprend des phrases extraordinaires qu'on peut être écrites par des grandes personnes ou des paroles mineures qui ont une valeur. Celle d'un ouvrier dans l'Ombrie, par exemple, mais qui a une valeur, même si elle est mal dite, la phrase, elle a une valeur. Et on apprend. Et qu'est-ce qu'on apprend à l'école? On apprend cette rencontre, je l'ai dit, miraculeuse, qui fait qu'à un moment se produit, c'est l'école, c'est notamment à l'honneur de l'école d'avoir institué cela, se produit, et puis c'est aussi, on l'a dit, au contact des parents et de ses proches, se produit cette rencontre qui prend la forme de la réappropriation. Chaque individu, avec ce qu'il sait, avec les moyens, avec la curiosité qu'il s'est donnée, il se réapproprie le legs commun, pas de façon fixe, de façon toujours, normalement, si on est dans la curiosité évolutive, et qui voit quoi? Qui voit les êtres parler en première personne. Ce que je fais là ce soir avec vous. Et c'est vraiment en première personne que je parle ce soir. Hein. Parce que c'est vraiment en première personne que je parle ce soir. Hein. Ce n'est pas le discours de la doxa que je vous donne. Hein. Mais j'ai l'impression que est-ce que l'interprétation vient? Parce que d'habitude, je fais rire, et là, je fais rire personne, ce qui m'inquiète. Je ne vous fais pas rire du tout. Ça va? On comprend? Avec l'interprétation, on comprend? Bon. Et qui fait que ce moment de réappropriation de parler en première personne
il s'institue dans la loi. La majorité. On parle en notre nom. Et il s'opère, lorsque nous parlons, une tension, lorsque nous parlons. Il s'opère toujours une tension relativement au legs commun qui s'opère à l'opposé de la dimension de corrélation et de probabilité. Et pour quelle raison? Je vais vous la donner, la raison. Là. Parce que le mot que je vais dire, là, mesdames et messieurs, le mot, là, dans une seconde, allez, peut-être pas dans une seconde, dans 5-6 secondes, et c'est pour nous tous, le mot que je vais dire, je ne sais pas lequel c'est. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas ce que je vais dire. Moi, vous savez, vous, ce que vous allez dire dans 5 secondes? Et personne ne sait. Et pourquoi on ne sait pas? Parce que notre rapport au langage, il ne s'inscrit pas à l'intérieur d'une dimension déterministe, celui de la corrélation est probabiliste, et donc déterministe, j'ai dit un mot avant l'autre, mais indéterministe. Indéterministe. Il est là le lieu de la liberté humaine, mesdames et messieurs. C'est-à-dire que chacun crée des associations, d'où dépend le langage, d'idées, de façon absolument unique sur la Terre. Personne ne fait des associations de pensée et parle de la même manière. Personne au monde. Vous voyez pourquoi je dis ça? L'homogénéisation du langage qui vient. Vous me comprenez là? N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Et je renvoie quelques instants à Paul Valéry, un de mes maîtres, qui, lors de ses cours au Collège de France au début de la Seconde Guerre mondiale, a fait tout un séminaire qui a été publié chez Gallimard il y a 2 ans, les cours de poétique, et pendant 2 ans, il porte son séminaire sur une seule question. Il dit, qu'est-ce que c'est que créer? Paul Valéry, qui a réfléchi sur les technologies, ce qu'il a dit il y a un siècle sur les technologies, mon Dieu, parfois il me rend jaloux, presque, mais je l'adore. Vous savez, la fin de l'intelligence, la crise de l'intelligence, waouh, 1920, 126, Paul Valéry. Et il répond à cette question, qu'est-ce que créer? Alors, est-ce que c'est s'angoisser pendant des heures devant une page blanche, réfléchir comme le professeur de Rodin à ce qu'on va faire, s'enfermer des heures dans son atelier? Peut-être, mais lui donne une réponse que je dis génialement simple. Il donne une réponse génialement simple. Il dit créer, c'est choisir. C'est génial. Créer, c'est choisir. Un peintre choisit. Il choisit un format, telle couleur, tel motif. Il ne cesse de procéder à des choix. Un compositeur ne cesse de choisir, de sélectionner des choses, des décisions, et de procéder à des choix. Un auteur ne cesse de procéder à des choix en utilisant tel mot, tel mot. Mais on peut redescendre d'un cran, et dire que parler, c'est un acte éminemment créatif, parce que consciemment ou inconsciemment, ce que je vais faire là à l'instant, on ne cesse d'opérer des choix. Et elle est là, notre liberté. Donc, d'un côté, il y a un langage schématisé, statistique, nécrosé, qui est celui de la mort, de la conformité. Et qui dit conformité, dit conformisme, mesdames et messieurs. Conformisme. Et avec le poison qui ressemble en tout point au langage humain. Je vous laisse cette réflexion, réflexion à votre réflexion, mesdames et messieurs. C'est un langage statistique, mathématisé, nécrosé, et qui le presque est très important, en tout point ressemble à notre langage. Vous voyez la bataille, une certaine bataille de la vérité, une bataille de la noblesse qui s'annonce là, ou une bataille de la défense de notre singularité qui s'annonce. Parce que ce langage va être de plus en plus majoritaire dans notre environnement informationnel. Confère, je renvoie aux accords qui sont noués avec des groupes de presse, notamment Le Monde en France. Mon Dieu, avec OpenAI.
contre des centaines, moi j'ai plein d'amis journalistes au monde, contre des centaines de millions d'euros. Ils organisent leur propre mort, en vue de quoi? Que des systèmes d'OpenAI et de ChatGPT analysent la façon dont les journalistes récoltent des informations, organisent les faits, font une introduction, des développements, une conclusion. Ah bah ouais, parce que nous n'avons pas affaire à des technologies stables, mesdames et messieurs, mais à des technologies en sophistication sans cesse croissante. La vérité de 2025 n'est pas celle de 2027 ou 2028. C'est pour ça que nous manquons de vision à court et à moyen terme. Disons que ce soir, je vous donne une vision à court et à moyen terme. Et malgré cela, des personnes, des millions, des centaines de millions de personnes, se sont jetées toutes affaires cessantes, avons-nous dit, sur ces systèmes, dans l'ignorance, le mépris, oui, le mépris de toutes les conséquences civilisationnelles. Or, et là ce que je vais dire, ce que je vais dire maintenant, c'est d'une extrême gravité. Et Madame la vice-présidente du Parlement, je pense à vous quand je vais dire ça. La première des questions, la toute première des questions que nous aurions dû nous poser, et qui n'a pas été posée, que nous ne nous sommes pas posés, mais qui très bientôt, d'ici il paraît qu'elle est déjà posée, d'ici très bientôt, elle va nous être posée. Elle va nous être posée, cette question tragique, qui va venir de la bouche de nos enfants ou de nos petits-enfants, qui dans 1, 2 ans vont nous dire « Papa, maman, mais pourquoi j'ai besoin, je suis fatigué, moi, pourquoi j'ai besoin d'aller à l'école ? Si un système, sur une simple instruction de ma part, produit du langage, fait mes communications avec les autres, fait des synthèses de tout ce que je veux, mais qu'est-ce que je vais faire à l'école ? Lieu de socialisation, lieu d'apprentissage de l'altérité, lieu d'apprentissage du grand O, de la culture. Pourquoi vais-je à l'école ? Je n'ai pas besoin. Et elle va venir, cette question, quand j'ai dit on se réveille toujours trop tard. Mais là, mesdames et messieurs, c'est une gifle. Comment dit-on en italien? Une gifle. Une gifle. C'est même un coup de massue d'une extrême violence qui va s'abattre sur nos visages, sur nos corps. Et je l'espère, sur nos consciences. Nos enfants qui vont dire « Pourquoi je vais à l'école ?» Mon Dieu! Et quel argument aurez-vous et aurons-nous? Ce sera très difficile d'avoir des arguments. Surtout aujourd'hui où l'enfant ne cherche qu'à assouvir ses propres désirs et que l'autre de plus en plus est évacué de notre horizon. Mais pourquoi ne la sommes-nous pas posée, cette question? J'ai un peu réfléchi à tout, donc je vais vous dire ma conclusion. Là, c'est une réflexion personnelle. Pourquoi est-ce qu'on ne se l'est pas posé cette question qui est quand même, mesdames et messieurs, élémentaire? Elle est élémentaire, je sais très bien, c'est une seconde. Pourquoi je fais ça, madame la vice-présidente? Pour montrer la gravité. Je fais un peu de théâtre, là, parce que c'est 10 secondes de théâtre. Pour montrer la gravité, pas pour m'amuser. Même si on peut s'amuser comme on peut. Mais comment? Des gens peuvent dire « Ah, c'est génial, on saute !» Et puis, il n'y a pas eu dans un coin de l'esprit « Mais mes enfants, mon ange, ma fille de 4-5 ans, vierge de toute connaissance, qui est appelée à découvrir le monde, je ne me suis pas posé cette question. Mais non, si peu et encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'utilitarisme qui est à l'œuvre dans nos sociétés depuis au moins 2 siècles. Appelons, ça renvoie à une courant philosophique, comme vous le savez, Stuart Mill, Benjamin Bentham, philosophe anglais, mais allons droit au but, comme dit le slogan de l'Olympique de Marseille, une équipe que j'aime beaucoup de football. Allons droit au but. L'utilitarisme, c'est une philosophie qui a essaimé dans la société, qui recherche systématiquement, et qui l'a intégré comme un réflexe, la moindre perte est le plus grand gain. Ou si vous voulez, on fait l'inverse, le plus grand gain,
et la moindre perte. Et en toute situation. Ce qui fait que chacun n'en arrive plus qu'à envisager les choses. Je ne sais pas si ça se dit en italien, cette expression que je vais dire, comme quoi je sais ce que je vais dire quelques secondes en avance, et guère plus, à partir du midi de ses petits intérêts à sa porte, c'est tout, l'utilitarisme. C'est pratique. Combien de fois, décembre 22, janvier 2023, j'ai entendu, même dans des dîners avec des adolescents, des parents avec leurs enfants, mais c'est pratique. Ah, ce poison de l'utilitarisme. Parce que vous voyez, ça occulte tout le fond, ou l'arrière-fond, le bas-coin, on en pourrait dire, civilisationnel, sur lequel on va venir en quelques mots. On a commencé à 19h20, 25. Ne m'amputez pas mon temps, parce que j'ai encore un certain nombre de choses à dire. Il est 19h10, 20h10. Ce n'est pas seulement, mesdames et messieurs, chaque chose qu'on dit là est d'une extrême importance et d'une extrême gravité. Ce n'est pas seulement un langage nécrosé, homogénéisé, qui va de plus en plus s'imposer dans notre environnement symbolique. C'est un langage, il est homogénéisé, mais comme les ingénieurs sont très très forts et de plus en plus forts avec ces systèmes-là, c'est un langage aussi personnalisé, hyper personnalisé. C'est-à-dire que de plus en plus, ces systèmes vont nous parler à chacun d'entre nous de façon personnalisée. Je renvoie à Bard ou Bing de Google ou de Microsoft ou de Gemini, des nouveaux systèmes de recherche qui formulent des suggestions, mais en s'adaptant à notre langue, enfin à nos usages de langage, si on a à nos codes, on va dire, de façon, ce que j'appelle le capitalisme linguistique, de façon à continuellement, ce que je disais tout à l'heure en entame, c'est là où la dimension cognitive, c'est un peu compliqué ce que je veux dire là, mais je dois le dire en quelques mots, c'est là que la dimension cognitive et organisationnelle et intellectuelle et créative se croisent. C'est le seul endroit où ça se croise, vraiment. C'est que des systèmes vont nous parler de manière à nous faire agir de telle manière plutôt que de telle autre, et de façon personnalisée. Une sorte de ce que j'appelle une gouvernementalité par le verbe. C'est-à-dire le verbe, c'est plusieurs niveaux, c'est aussi le vecteur de la liberté. De plus en plus, on va subir des instances de gouvernementalité sans que ça en ait l'air, sans que ça en ait l'apparence, toujours le diable, sans que ça en ait l'apparence, de nous faire agir de telle manière plutôt que de telle autre. Je renvoie au moment où les problèmes de santé mentale des jeunes, et surtout après le Covid, sont extrêmement importants. Ça vient de sortir. Régulation, Madame la Vice-présidente, des coachs psychologiques pour les adolescents par des systèmes d'intelligence artificielle. Vous avez entendu parler de cela, qui n'ont aucune compétence médicale ou psychiatrique et qui donnent des conseils et qui créent aussi des effets, vu l'isolement collectif, qui créent aussi des effets de projection affective de gamins, de jeunes sur ces systèmes qui sont allés jusqu'à des suicides. C'est documenté, parce que des systèmes leur ont dit « rejoins-moi dans l'au-delà ». Vous avez entendu parler peut-être de ces épisodes. En réalité, ce qui est à l'œuvre là, c'est de plus en plus, mesdames et messieurs, je pense, c'est ce que je me disais en marchant, il n'est pas impossible, je prends un pari, que d'ici quelques mois et d'ici quelques années, vous reviendront certaines de mes paroles. J'en suis sûr, que sont dites ce soir. C'est pour ça qu'on n'est pas à 5 minutes près, façon de gagner un peu de temps. De plus en plus, ce qui s'opère avec ces systèmes, c'est l'évacuation de la figure d'autrui, de l'autre, au profit d'un vis-à-vis continu avec des systèmes qui nous énoncent la vérité en toute chose et qui nous abstrait de ce qui est très difficile dans l'existence, n'est-ce pas? C'est bien connu depuis la nuit des temps, l'effort. Donc un vis-à-vis de plus en plus. Et quand je dis cela, il faut immédiatement mesurer les conséquences sociales que ça suppose dans un monde déjà atomisé, marqué par la surdité toujours plus croissante entre les différentes composantes du corps social, où chacun n'exprime que ses rancœurs et éprouve défiance à l'égard du monde entier. De plus en plus, les gens vont de moins en moins être en rapport avec eux, échanger.
jusqu'à s'écouter, c'est le monde d'avant, ça, s'écouter, pour de plus en plus avoir des vis-à-vis avec des systèmes qui nous disent la vérité en toute chose, et en général, en sachant parfaitement développer des outils extrêmement sophistiqués de fabrication de nos croyances, notamment par des régimes politiques. Nous allons avoir à faire. Et à cet égard, et là j'entre dans un autre moment très important, avant, dans quelques minutes, ma conclusion, nous savons que les IA génératives, ça ne regarde pas que le langage et toutes les questions capitales qu'on a évoquées à grands traits, ça regarde aussi la question, le régime de la représentation, les images fixes, les images animées. Parce que, donc, il semblerait que la société n'est pas déjà suffisamment dingue. Ça ne suffit pas. Depuis la généralisation, notamment des réseaux sociaux, je renvoie à l'ère de l'individu tyran, qui a été publié chez Luis University Press, en tout cas, je ne sais plus quelle année, mais en France en 2020, l'ère de l'individu tyran, un monde commun. J'expliquais toute une série de phénomènes qui ont fait que, notamment les 10 réseaux sociaux, qui fait que de plus en plus, la société, ou ce qu'il en reste, ne voit que l'expression croissante des rancœurs, d'abord des désillusions successives, des rancœurs, de la haine, et que tout cela contribue à une brutalisation croissante de la société, dont, à mon sens, l'avant-poste est en France et à Paris. C'est une parenthèse, j'ai théorisé ça, pour plein de raisons historiques et actuelles. Donc ça ne suffit pas, cette situation. Il faut en rajouter, comme on dit en français. Il faut encore en rajouter. Donc depuis 2022, il est mis entre les mains de tous des instruments qui, en quasi temps réel, sur le champ, tels DALL-E ou Midjourney, vont générer en temps réel des images. Des images qui ne relèvent ni du vrai ni du faux, mais du plus grand délire, ou des vues de chacun. C'est un nouveau régime que je suis en train de théoriser ça dans mon nouveau livre. Ce que je dis, c'est ni le régime du faux, ni le régime du vrai, c'est celui de l'univers fantasmatique. C'est-à-dire que chacun va pouvoir imposer ses vues, et ça prend corps. Et ça s'impose dans les réalités. Vous vous souvenez de l'image du pape François, il y a 2 ans, en doudoune, tout le monde se souvient de ça. Et tout le monde se souvient de plein d'autres images. Et vous voyez par exemple depuis 3 semaines le système VEO3 de Google. Waouh! Si certains d'entre vous ont vu ça, waouh! Qui permet de produire des images de quasi-cinéma, pseudo-cinéma, avec des décors, des pseudo-acteurs qui partent jusqu'à des journaux télévisés. Là, vous voyez, je m'énerve quand je dis ça, parce que c'est d'une gravité extrême, jusqu'à des journaux télévisés. C'est-à-dire que maintenant, une personne qui a un différend avec son voisin, il peut sur un simple prompt générer une image de ce voisin qui, dans une cage d'escalier, par exemple, frapperait une gentille voisine ou une vieille dame, puis il met ça sur Internet. Voilà. Et nous avons affaire à des outils qui appellent à se jouer de la perception des autres, qui vont entraîner une défiance, voire, d'ici quelques années, je le vois, une paranoïa généralisée, et ça, c'est d'une extrême gravité. Parce que la société, mesdames et messieurs, ce n'est pas seulement des principes communs, ou ce qu'il en reste de nos principes, de notre socle commun, des principes, des lois, des règles, aussi des représentations communes quand même, mon Dieu, quand même. On se comprend. Ce sont aussi des référents communs. Faute de quoi on ne se comprend plus. S'il n'y a plus de référents communs, on ne se comprend plus. Monsieur, si quand je dis vert, vous comprenez éléphant, puis moi je comprends crocodile, on ne se comprend plus. Et le fait de ne plus se comprendre, il n'y a qu'une conclusion, c'est le monde de la violence. C'est le monde de la violence. Mais que dit le législateur ? Notre cher ministre des Finances en France, qui en mai 2023, par exemple, Bruno Le Maire, disait en 2023, c'est pour parler du législateur, il y a des députés ce soir dans l'audience, n'est-ce pas ? Il y en a un certain nombre. Bon. Le législateur
dans l'ignorance totale, ce que je disais déjà il y a 2 ans, Douéani, des conséquences civilisationnelles, disait, quand il le disait, ne vous inquiétez pas, on va rémunérer les ayants droit. Utilitarisme, avons-nous dit. Non, mais vous croyez que c'est ça le problème, là? Vous croyez vraiment que c'est rémunérer les ayants droit? Certes, très bien, rémunérer ceux qui se font piller leurs œuvres, mais ce n'est pas du tout l'enjeu capital. L'enjeu capital, c'est les conséquences civilisationnelles et la violence qui vient. Mais ça, une fois encore, mesdames et messieurs, c'est pour ça que j'ai commencé comme ça, une fois encore, quand on le verra, ce sera une tornade et ça le commence. Et ce sera trop tard. Je renvoie une image de l'armée iranienne, du site de l'armée officielle iranienne sur Twitter la semaine dernière, qui montrait une image générée par des IA génératives, par des systèmes génératifs, postant une image de Tel Aviv en feu et les gens qui commentaient. C'était un fake, c'était même pas un fake, c'est autre chose, c'est les fantasmes. Et c'est que le début de ça. C'est d'une extrême gravité. Et quand ça va venir, quand ça va s'imposer à nous, ça sera trop tard. Et il y aura des meurtres. Parce que tout ça concourt à la violence, mesdames et messieurs. Et ça concourt tellement à la violence que ces systèmes, vous savez, permettent aussi de dupliquer des voix. Et vous le savez, Voice Engine. Par exemple, madame la vice-présidente, je duplique votre voix et je vous fais dire n'importe quoi. Parce que ce sont des instruments qui appellent à se jouer de la perception des autres. Ça réveille les côtés les plus perverses, les plus abjects de nous-mêmes, à portée de main, gratuit, en 1 seconde. Et puis aussi, dans le monde de la culture, question chantier gigantesque, absolument pas prise en compte. Je vous parlerai dans quelques instants du contre-sommet de l'IA que j'ai organisé à Paris. Ah oui, il fallait que je le fasse, ce contre-sommet de l'IA. C'est aussi dans le monde de la culture, le fait que, quand je parlais d'évacuation de l'autre, c'est aussi avec ces systèmes génératifs, l'avènement de ce que je suis en train de théoriser dans mon nouveau livre, d'un self-monde. C'est-à-dire l'extériorité, ça n'existe plus, chacun ne veut voir que ses propres désirs assouvis. Je veux ma propre série télé, je fais quelques prompts, parce qu'une série faite par quelqu'un d'autre, l'altérité, ah non, ça ne m'intéresse pas, je veux exactement ce qui répond à mes désirs. Par exemple, une petite fille ou un petit garçon de 5-6 ans, 4-5-6 ans, à des parents diront, alors ce soir on va découvrir Buster Keaton, Tex Avery ou Miyazaki. Génial, non? Walt Disney. C'est un beau programme. En plus, on va s'offrir une bonne pizza, la soirée va être sympa. Toi, tu boiras un coca parce que je suis gentil, moi je boirai un bon verre de vin blanc. Mais la fille, elle va dire, non, non, papa, maman. Moi, je ne veux pas ça. Parce qu'une copine, elle m'a raconté qu'à l'école, avec son papa et sa maman, ils leur ont fait un film exactement sur ce qu'elle voulait. Alors, elle a dit, moi, je veux un lac. Puis le papa ou maman, il va dire, tu veux un lac? Bon. Tu veux aussi un prince charmant? Tu veux que le prince charmant, il soit brun, il soit blond? Tu veux qu'il y ait un chien, un cheval? Oui. Puis elle aura son petit film replié à elle, son monde fort clos, son univers fort clos. Parce que, je vais y revenir dans quelques instants, toute cette dynamique-là a évidemment quantité de conséquences, non seulement dans le champ de la culture, ou de ce qui va en rester comme émanation de l'humanisme, on en a parlé tout à l'heure. Par exemple, une soirée, on invite des amis, on pourra faire un programme, on ne fait pas découvrir des morceaux qu'on aime, mais on les adapte au profil de chacun. Puis, système génératif, ils vous font une musique personnalisée à chacun. L'enfer sur Terre. Très rapidement, on va se donner, voilà, 20, ça fait 1 heure, on va se donner 10 minutes, et je termine dans 10 minutes, d'accord? Le monde et l'éducation. Non, mais dès que je parle de temps, ça fait toujours rire. Le monde et l'éducation. C'est un chaos total, mesdames et messieurs, dans le monde de l'éducation. C'est-à-dire que si vous voulez voir un des milieux où il n'y a eu aucune concertation, où c'est la désorientation totale, où c'est le chaos, c'est aussi la fin d'un monde et la fin d'une histoire, allez dans les écoles publiques, dans les écoles et dans les universités qui voient utilitarisme, Horatio, comme disait Hamlet, à Horatio à propos des économies, du buffet de Hamlet. On ne va pas dire économie, on va dire utilitarisme, qui voient des gamins, bah oui, pour faire leur mémoire, leur thèse, mon Dieu, la thèse.
une rédaction, découvrir le langage, inventer des choses, utiliser des systèmes ChatGPT, et qui voient que dans l'école, c'est un chaos total qui prévaut, et il me semble, à tous ces jeunes gens qui ne pensent que par utilitarisme, que la grande erreur depuis l'usage des technologies numériques, copier-coller, quantité de systèmes, et plus encore depuis la généralisation des systèmes d'intelligence artificielle, la grande erreur que nous avons faite, c'est de ne pas avoir commencé au début de chaque année scolaire, d'avoir commencé plutôt chaque année scolaire ou universitaire par un joyeux cérémonial en disant cette phrase de Jean-Jacques Rousseau dans l'Émile. Vous savez qu'il y a un traité sur l'éducation, l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Cette phrase, elle est magnifique. Voilà un guide qui pourrait être celui de notre action. La plus importante, dit-il, Jean-Jacques Rousseau, la plus importante, virgule, la plus utile règle de toute l'éducation, ce n'est pas de gagner du temps, utilitarisme, c'est d'en perdre. Quelle magnifique leçon d'apprentissage. C'est-à-dire que l'éducation, ce n'est pas chercher à produire pour gagner du temps et avoir un diplôme, c'est le lieu de la découverte, le lieu de ce dont on parlait tout à l'heure, et de l'apprentissage de l'expression de ses propres talents, en vue à un moment d'être en capacité de donner le meilleur de soi-même, de savoir ce que l'on veut, et d'offrir son apport singulier à la société. Alors je vous donne juste un exemple d'un professeur. Il y en a des milliers des témoignages comme ça, qu'on n'écoute pas. Je ne vais pas vous donner toute la citation, mais je vous la dis juste la première phrase. C'est terrible. Ce que je vais lire là d'un professeur, hein, c'est terrible. Les étudiants remettent en question l'intérêt même de faire des devoirs. C'est tellement démoralisant. J'adorais mon travail, mais j'ai décidé d'arrêter complètement. Avec des outils comme ChatGPT, ils pensent qu'ils n'ont plus aucune raison de développer des compétences. Je me demande pourquoi je perds mon temps à noter des textes rédigés par une machine que mes étudiants n'ont peut-être même pas pris le temps de lire, la peine de lire. Je ne lis pas la suite. En vous lisant ça, j'ai le cœur serré, mesdames et messieurs. Alors maintenant, la nouvelle mode, c'est de dire, alors on arrête les devoirs, ça va être des examens oraux, mais l'état d'esprit demeure. Alors ce que je crois, Madame Ascani, ce que je crois, je vous mets, et mesdames et messieurs les députés, je vous mets, je vous mets à votre réflexion cette proposition. Je devais rencontrer le président Boric au Chili, à Santiago, au mois de janvier. Je n'ai pas pu y aller parce que je n'avais pas le temps. J'y vais souvent au mois de janvier. Et je comptais proposer une chose. Je n'ai pas le temps, mais si j'avais le temps, et si vous voulez prendre cette initiative, et que je vous aide, je suis prêt. Je crois que l'urgence est d'organiser des assises mondiales de l'éducation. C'est une urgence. Il y a 2 ans, j'étais invité par l'Université Pontificia Cattolica de Santiago pour les 30 ans du comité de bioéthique, bref. Et après, il y a eu un déjeuner avec tous les responsables d'université et le doyen de l'université. Il me dit, alors, ChatGPT, les professeurs, ils ne savent plus, les étudiants. Comment on fait, monsieur Sadin? Je lui dis, mais vous vous moquez de moi ou quoi? C'est à moi que vous demandez comment on fait? C'est à moi que vous demandez comment on fait? Non mais attendez... Et tout de suite, et bien, ce qu'il faut, c'est qu'une concertation, des chantiers de travail, ce qui manque au sein de l'université, des chantiers de travail à échelle nationale et des chantiers de travail à échelle internationale. En vue de quoi? En vue d'une équation très simple. Ça, peut-être qu'on y est prêt, et ça, on refuse catégoriquement. Au nom de quoi? Des principes fondamentaux qui sont les nôtres. C'est quand même pas compliqué, non? Mais personne ne fait ça. Alors je vous laisse cette idée à votre réflexion, Madame la vice-présidente, d'organiser à Rome. J'avais proposé de le faire à Paris l'année dernière, mais je n'aurais pas le temps.
parce que j'ai 10 000 idées par jour, donc si je les faisais toutes, bon. Des assises mondiales de l'éducation. C'est pas un beau projet, ça? Dernier point, et là j'ai plus que 5 minutes, pour peut-être le troisième point le plus important, qui regarde le Parlement, qui regarde nous tous, qui regarde la société tout entière, qui regarde les enfants, nos enfants, c'est la question du travail, avec les IA génératives. Je vais dire en quelques mots, qui sont gigantesques, et là aussi on va le voir de plus en plus. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, nous savons que plus des 2/3 des emplois dans les pays dits industrialisés sont des métiers qui ressortent au secteur tertiaire. On le sait, ça, tout le monde le sait. Et qu'est-ce qui caractérise le secteur tertiaire? Qu'est-ce qui caractérise le secteur tertiaire? C'est que pour la plupart d'entre eux, c'est tout simple, mon cher Watson, pour la plupart d'entre eux, ils mobilisent nos facultés intellectuelles et créatives. Or, ces systèmes qui sont en sophistication sans cesse croissante, ils vont se charger d'un nombre toujours plus étendu de tâches intellectuelles et créatives, mais, le mais est important, mesdames et messieurs, de façon infiniment plus rapide que nous-mêmes, utilitarisme, vous entendez cette formule, hein, de façon infiniment plus rapide, prétendument, le mot est très important dans ma bouche, prétendument plus fiable, idéologie, doxa, c'est plus efficace, c'est mieux fait par les systèmes, doxa qu'on peut remettre en question dans de nombreux champs, je passe, voilà, rien que ça, c'est des chantiers de travail, mesdames et messieurs, et à terme, à moindre coût. Comment ne pas voir l'ouragan civilisationnel qui va s'abattre sur quantité de métiers à haute compétence cognitive? Mais comme toutes ces personnes qui se sont réveillées en 2013, 10 ans plus tard, la transformation digitale de l'école publique, c'est en 2027, 2028, 2029 que tout le monde va se réveiller et va dire « mais on a été complètement fou ». Ben oui, mais c'est trop tard, parce que l'industrie de la tech et l'idée de procéder par optimisation continue, elle fonctionne. Et à cet égard, je renvoie à ce que Sam Altman, donc le cofondateur d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT, a annoncé lors du premier anniversaire de ChatGPT le 30 novembre 2023, devant une foule d'adorateurs, hein, des milliers d'adorateurs dans une keynote de la Silicon Valley à la spécialité, pour le premier anniversaire, et il a dit, Sam Altman, on a été bon au cours de l'année précédente. Wow, amazing, amazing, fantastic, c'était génial ce que vous avez fait. Mais ça va la traduction simultanée, parce que j'ai l'impression ça va, on comprend. Bon, non, parce que c'est drôle, mais j'entends aucun rire. Quand je fais des blagues et que les personnes ne rient pas, c'est inquiétant. Hein. Et il a dit, please, calm down. C'est rien. C'est rien par rapport à ce qui vient. Et il a annoncé ce qui allait venir. Le nouvel horizon applicatif des IA génératives. Il a annoncé, mais les personnes n'ont pas entendu bien. Mais moi, j'ai tout de suite entendu. Ça ne crée pas beaucoup d'effets que j'ai entendu, mais moi, je l'ai entendu. Il a dit l'avenir, c'est les super assistants dans tous les domaines de la vie. C'est ça. Les super assistants. Marvel, les héros Marvel. Hein. C'est-à-dire des systèmes qui, à terme, dans tous les domaines de la vie, vont nous conseiller. J'emménage, je ne vais pas prendre un designer, des systèmes ChatGPT ou autres, va me faire mon aménagement personnalisé. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un architecte, mesdames et messieurs, qui va me coûter 25 000 €, qui va me poser plein de problèmes? Système d'architecture qui va vous dessiner, personnalisé, selon vos désirs, de mes enfants, de mon épouse, tout ça composé, analysé. Oh, elle est géniale. Et on vous met les plans, on vous trouve les fournisseurs, les compagnies, tout est fait. Et c'est pareil pour l'ouragan journaliste, hein, opère avec... Ils sont envoyés par la tech là-haut, hein, par le monde de la Silicon Valley. Hein. D'où ils sont envoyés là. Hein. Ah, quand même, mes blagues fonctionnent. Hein. La liste est longue, elle va être de plus en plus longue. Citons des professions à haute compétence cognitive.
Journaliste, il y a déjà plein d'exemples et ça sera de plus en plus. Présentateur télé, c'est un petit détail, mais VEO3, c'est déjà lu en Chine. Doubleur pour le cinéma. Juriste. Maintenant, j'ai des problèmes juridiques. Je ne vais plus en première instance aller voir un cabinet d'avocats. Ça va me coûter 800 €. Pour 50 € un abonnement, il me dit tous les cas de figure et je déciderai en fonction. Médecin, mesdames et messieurs, je vous garantis, enfin je ne vous garantis rien, je prends le pari que d'ici 2-3 ans, au nom des déserts médicaux, par exemple dans la Pampa argentine, moi qui vais souvent en Argentine, ou dans la Creuse en France où il n'y a pas de médecins, on appelle ça des déserts médicaux, je suppose qu'il y en a aussi en Italie, des régions où il y a moins de médecins, que d'ici 2-3 ans, les organisations de la santé vont valider pour des généralistes, en première instance, pas pour des spécialistes, le fait que des systèmes interprètent nos visages, des capteurs, la formulation de nos mots, de nos souffrances, de nos mots, et puis vont nous prescrire des molécules. Interprètes, les 2 interprètes de ce soir, qui font ce travail extraordinaire d'être passeurs d'une langue à une autre, en vue de transmettre la parole d'une personne à une communauté de personnes. Eh bien, par exemple, parmi plein d'autres exemples, ces métiers, dans 2 ans, ils vont disparaître. Et je vous demande, mesdames et messieurs, qu'on les applaudisse ce soir, les interprètes de cette conférence que nous donnons ce soir. Merci. Merci pour l'enseignement. De plus en plus, les gamins, vous savez, l'école est en grand danger. De plus en plus, des systèmes vont permettre aux enfants d'avoir leur propre éducation. Ça va créer des monstres. C'est-à-dire, le professeur, quand même, c'est de l'altérité, c'est de la contrariété, c'est de l'apport. Là, les systèmes font tout ce que je veux. Ils s'adaptent. Oh, tu t'es énervé, le système va te dire, oh, pardon. Ça va créer des tyrans isolés. Il faut voir la société qui vient. Donc, pourquoi on ne le voit pas, chère madame, pourquoi on ne le voit pas? Parce que dans nos représentations, aussi bien dans les cabinets de consulting, dans les cabinets qui évaluent ça, Goldman Sachs, Gemini, quantité qui sont en général tenus par des banques ou des assurances qui ont plein de biais, et le responsable politique, et la société, pourquoi on ne le voit pas, ça? Ce que je viens de dire là, pourquoi on ne le voit pas, mais on va commencer à le voir? Pour une raison. Là aussi que j'ai théorisé. Vous savez, je travaille sur ça, vous voyez, je travaille. Pour une raison, c'est que nous continuons à évoluer selon le dogme, à nous appuyer sur le dogme schumpeterien, qui renvoie à la théorie de ce qu'a théorisé l'économie Joseph Schumpeter, que tout le monde connaît, je suppose, au cours des années 1930, qui a théorisé le concept de destruction créatrice, que tout le monde connaît, ce concept. Et qui procédait de quel constat? Que les développements technologiques, certes, entraînaient des destructions d'emplois, mais pour voir quasi mécaniquement des déversements, comme a dit plus tard l'économiste Alfred Sauvy, voir des transferts vers des emplois nouvellement créés. Ce qui s'est exactement passé au tournant des années 80, au moment notamment de la robotisation des grandes industries, et notamment de l'industrie automobile. Tout le monde se souvient des usines Fiat qui presque du jour au lendemain ont vu des robots et qui a vu effectivement des destructions d'emplois dont on pouvait dire qu'au moins ces emplois étaient de haute, parfois de très haute pénibilité. Or là, les emplois qu'on a évoqués, c'est des emplois qui procurent de la reconnaissance, qui ont requis de longues et coûteuses études souvent, tous les métiers que j'ai dit, notamment l'interprétariat, qui procurent du plaisir à la tâche, de la sociabilité, de l'expression de ces talents, et qui ont vu donc ces phénomènes-là, ce principe-là, des transferts vers des emplois nouvellement créés, et notamment les métiers de service qui n'ont cessé de prendre en importance en termes de volume. Or, ce qui se passe depuis 2 ans et demi, depuis bientôt 3 ans, c'est qu'on continue de croire que ce principe schumpeterien est à l'œuvre, alors qu'il s'est fini. Nous vivons la 2e mort de Schumpeter. Pourquoi? Parce que nous allons vivre, d'ici la fin de la décennie,
quantité de destruction d'emplois à haute compétence cognitive, mais qui ne verra pas de transfert vers des emplois nouvellement créés. Pourquoi? Pour la simple raison que ceci n'existe pas. Il n'y a pas de secteur quaternaire ou à toute marge. Ou alors on peut se dire, tiens, c'est un appel à créer des nouveaux types d'emplois, l'artisanat, de nouvelles façons justement de créer du lien, de la sensibilité. Mais les gourous de la Silicon Valley ou de la tech ont évidemment un lapin dans leur chapeau. C'est pour ça que je suis contre cela depuis au moins 10 ans. C'est le revenu minimum auquel il faut absolument s'opposer parce que c'est la mendicité. On robotise, le monde devient une immense machine automatisée, puis on vous donne la mendicité. Elon Musk qui vous donne 500 € pour que vous vous taisiez. Mais c'est aussi l'homo faber au sens d'Hannah Arendt. C'est-à-dire que la société, c'est des effets d'interdépendance entre les êtres. Le travail, c'est pas seulement gagner sa vie et s'exprimer. C'est aussi le fait que chacun a besoin de chacun. C'est ça l'homo faber. La société comme lien d'interdépendance. J'ai besoin d'un médecin. Nous avons besoin d'un professeur. Nous avons besoin d'un avocat. Nous avons besoin d'un nutritionniste, d'un diététicien, d'un architecte. Et c'est ça les liens d'interdépendance. C'est que nous tous, nous dépendons les uns des autres, avec des intérêts, avec des qualifications propres. Et c'est ça qui aussi fonde la société au moment où la société se délite. Je n'ai pas le temps de parler des conséquences énergétiques. Les data centers en France, c'est une catastrophe en termes de consommation énergétique. À terme, j'ai lu dans Le Monde avant-hier, et je suis allé faire des nouvelles recherches, c'est l'équivalent de 57 centrales nucléaires. J'ai du mal à le croire, mais semble-t-il. Alors, pour terminer, Madame la vice-présidente, je parle de régulation. Nous sommes au Parlement italien, haut lieu, honorable lieu. On s'imagine, il y a une doxa comme ça, on s'imagine que, certes, l'intelligence artificielle génère beaucoup de discours qui vont dans tous les sens, on ne sait pas très bien. Si, on peut très bien savoir, je vous ai dit beaucoup de choses, et il y a encore plein d'autres choses, mais en gros, il ne faut pas qu'on s'inquiète, mesdames et messieurs, il ne faut surtout pas en douter. Il y a une instance qui va nous prémunir des pires dérives. Surtout, il ne faut pas en douter, mesdames et messieurs, c'est la régulation. C'est la loi. C'est la loi. Quel immense... Excusez-moi de dire ça ici. Et je suis un des seuls au monde à dire cela, donc je vais prendre 2 minutes pour vous le dire. Je l'ai théorisé. Je suis le seul à dire ça, donc je vous le dis. Tout ce que je vous ai dit là, je suis un des seuls au monde à vous le dire. C'est comme ça. Chacun s'amuse comme il peut dans la vie. Parce que la façon dont le législateur, en Italie, à ce qu'il me semble, en France, à ce que je sais, à Bruxelles, à ce que je sais, et dans tous les pays au monde, la façon, et là je vous laisse tout ce que je vais dire là à votre réflexion, mesdames et messieurs, la façon dont est envisagée en matière de numérique, la loi est totalement erronée. Les équations sont totalement fausses. Je vous explique en quelques mots. En quelques mots. Et ce que j'ai dit là, je l'ai théorisé dans une tribune sur une double page qui est parue dans Libération l'année dernière. Intelligence artificielle, : la grande illusion de la régulation. Et je crois qu'ensuite elle a été publiée par Domani, ou je ne sais plus quel journal, en Italie. Et en Espagne et dans d'autres pays. Ça n'a rien changé. Ce n'est pas parce que tu publies que ça change. Tu parles. Ça ne change rien du tout. Pourquoi elle est mal posée ? Pourquoi les équations sont erronées ? Parce que la régulation telle qu'elle est envisagée, la loi, elle est fondée sur une équation principale. Et ça va éveiller des choses à vos oreilles pour mesdames et messieurs les députés. C'est qu'elle est fondée sur la sempiternelle équation binaire avantage, inconvénient. Toujours. Avantage, risque. Toujours. Alors, en quoi cette équation est erronée et elle nous mène au désert de nous-mêmes ? D'abord, ce que vous appelez avantage, certains on peut relativiser et dire moi je ne le pense pas. Et quand on dit risque, c'est toujours des risques ou sensationnalistes, par exemple, ou
que pour ma part je considère à la marge. Par exemple, la question des données personnelles, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Ou par exemple, la surveillance vidéo algorithmique, certes, c'est très sensationnaliste. Risque, avantage qui s'inscrit à l'intérieur d'une équation utilitariste. Et on écrit en général la loi, ce qui est exactement le cas du texte qui a été produit à Bruxelles l'année dernière par Thierry Breton, ce grand techno-libéral qui a coulé Athos, qui avant de couler Athos, il a vendu ses parts, et puis après il joue au shérif à Bruxelles. Je me permets de dire ça. Vous remarquerez que la loi, le projet de règlement entre guillemets, il est fondé sur, vous le savez probablement, une échelle des risques. Vous le savez, échelle des risques. Erroné, ça ne sert à rien. Nulle part. Ou utilité à la marge. Alors, moi j'ai théorisé, je vais vous le dire en quelques mots, mesdames et messieurs. Et vous ferez ce que vous voulez de ce que je vous dis là, mais je vous encourage à y penser. Vraiment. Parce que je propose une autre équation à laquelle personne ne pense. C'est une double équation. Je vais dire en quelques mots. C'est si vous voulez une équation binaire, si on aime le binaire, alors je vais vous donner une équation binaire. Cette équation, elle ne devrait pas être entre avantage supposé et risque supposé, mais elle devrait être fondée sur une autre équation binaire, avant que j'en dise une autre dans quelques secondes. C'est, entendez-moi bien, mesdames et messieurs, là où on a la main et là où on n'a pas la main. On a la main, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique. Comprenez bien ce que je dis. C'est-à-dire j'ai une perception de l'intelligence artificielle et de tout ce qui se passe, malgré mes airs extrêmement nuancés, circonstanciés, à des cas de figure qu'il faut voir. Par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, les systèmes d'intelligence artificielle permettent d'analyser, d'expertiser, d'interpréter des effets de molécules sur des pathologies particulières, sur des foyers particuliers, sur des tranches d'âge particulières, qui permettent d'affiner la conception de molécules. On a la main, on n'a pas la main. On a la main. Ça ne pose aucun problème, a priori. Dans l'aérodynamisme, on est bon en Europe. Airbus Industrie, les systèmes d'intelligence artificielle sont partout. Et ils permettent notamment d'affiner la conception d'ailes pour optimiser l'aérodynamisme des produits par des systèmes d'intelligence artificielle. On a la main, on n'a pas la main. On a la main, ça pose aucun problème. On est très loin du risque et avantage. Amazon, dont je vous parlais tout à l'heure, pourquoi aucun législateur s'est penché sur ça? Parce que si on avait cette équation, on a la main, un manufacturier Amazon qui se voit guidé en continu par des systèmes, c'est même pas qui a la main, il est réduit à un esclave robotisé, on n'a pas la main. Alors qu'est-ce qu'on devrait dire? C'est totalement interdit. C'est une autre équation. Mais je vous donne encore une deuxième équation. C'est est-ce que ces systèmes respectent ou bafouent les principes fondamentaux qui sont les nôtres? Et cette liste de principes fondamentaux, c'est pas compliqué pour ma part, et chacun est libre d'en rajouter d'autres. Moi, je les ai identifiés au nombre de 5. Toujours, c'est jamais compliqué. 5. Est-ce que ça les respecte ou est-ce que ça les bafoue? Premièrement, la liberté humaine. L'intégrité et la dignité humaine, on en a parlé tout à l'heure. L'expression de la créativité humaine. Allons voir ce qui va se passer dans le monde de la culture et ce qui va se passer pour nos enfants à l'usage de ChatGPT. Est-ce que ça respecte l'impératif, le droit d'exprimer nos facultés? Et puis enfin, 5e principe, est-ce que ça respecte le besoin de sociabilité humaine? Au moment où nous sommes sortis de la crise du Covid il y a quelques années et nous avons tant souffert de l'isolement. Alors, ce que je crois, moi, c'est là où le législateur fait défaut. L'heure est à la mobilisation. Et je pense à la mobilisation qui a eu lieu à Hollywood par les scénaristes d'Hollywood. Vous vous souvenez, en mai 2023,
puisque les législateurs ne se souciaient pas du fait qu'ils allaient bientôt avoir la tête coupée, ils se sont mobilisés et ils ont fait grève jusqu'à avoir gain de cause, c'est-à-dire des systèmes qui à terme étaient appelés à écrire des scénarios à leur place. C'est pour ça que, pour ma part, ne comptons pas sur le sommet de Paris Emmanuel Macron qui ne jure que par l'intelligence artificialisation de la France, c'est une expression que je dis à tout craint. J'ai monté un contre-sommet où sont venus témoigner des gens qui subissent des systèmes, des effets sur le terrain concret, des réalités quotidiennes, des effets d'intelligence artificielle, dans le monde du travail, dans le monde de la culture, dans le monde de l'éducation. C'était magnifique. Et c'était juste en face du Grand Palais. On était au Théâtre de la Concorde, que la maire de Paris, Madame Hidalgo, m'a laissé. Parce qu'elle a dit, votre combat est très noble, Monsieur Sadin, je vous laisse ce théâtre. C'était juste en face. Et il y avait une comparaison sous le ciel de Paris. Pour terminer, mesdames et messieurs, et c'est vraiment pour terminer, c'est ma dernière page, j'ai la preuve. J'ai lu, peut-être avez-vous lu, une tribune qui est parue, et je pense qu'il y a dû avoir l'équivalent dans d'autres pays, pas d'interprète, mais de traducteur littéraire. Une tribune qui est parue septembre 2023, donc à peu près un an après le lancement de ChatGPT, qui disait, à chaque fois j'ai les frissons quand je dis ça, parce que je termine ma conclusion de mon nouveau livre en les citant. Là, je vous dis la conclusion de l'introduction de mon nouveau livre. Je vous l'ai dit, je n'ai pas besoin de voir, j'ai tout dans la tête. Il témoignait du fait que des grands éditeurs de la place de Paris, on ne va pas les citer, commençaient pour des textes littéraires, pas commerciaux, médicaux, techniques, à faire appel à des systèmes d'intelligence artificielle pour traduire, en première instance, pour faire mouliner, on va dire, utilisons les bons mots, pour soumettre à des systèmes d'intelligence artificielle des dites traductions, avant de les remettre aux dits traducteurs qui témoignaient du fait que ce qu'ils recevaient était fondé sur des principes totalement erronés, que c'était totalement illisible, qu'il fallait qu'ils reprennent tout de A à Z, tout en étant moins payés, que leur dimension d'auteur, parce que c'est aussi ça qui les caractérise, c'est François-Victor Hugo qui traduit François-Victor Hugo, William Shakespeare, ou Baudelaire qui traduit Edgar Poe. C'est un travail d'auteur, la traduction. Et qui disait, on ne devient que des nettoyeurs de textes, mais c'est d'une tristesse, mesdames et messieurs, ce que je nous raconte là, c'est d'une tristesse infinie. Des nettoyeurs de textes, en étant moins payés, en faisant un travail qu'on n'aime même plus, avant, on le sait, d'être bientôt remplacés par ces systèmes d'ici 1 ou 2 ans. Et ils ont dit cette phrase magnifique et terrible à la fois et tragique, c'est l'avènement d'une traduction sans âme. Sin alma, sans âme. Alors je crois, mesdames et messieurs, que la grande question, une des grandes questions, c'est bien la question de l'âme qui se pose à nous. L'âme au sens de valeurs dont on a parlé, de principes, de vision de la vie aussi, de vision du monde. Au sens de Charles Péguy, il y a des choses plus grandes que nous tous, plus grandes que des intérêts économiques qui fondent les décisions, de plus en plus les décisions politiques. Raison pour laquelle Charles Péguy, l'immense Charles Péguy, s'est éloigné du Parti socialiste classique dans les années 20, parce qu'il parlait de ce terme, il a utilisé cette expression extraordinaire de mystique républicaine. Quelle expression extraordinaire! C'est-à-dire la rencontre entre des valeurs transcendantes et puis la res publica, essayer de les faire appliquer autant que possible. Donc, la question de l'âme est celle qui nous regarde. Que sommes-nous prêts à conserver de ce qui est au-dessus de nous, de ce qui est plus grand que nous, de ce qui est au-dessus de tous nos intérêts? Parce que la grande, et c'est le dernier point, la grande question philosophique qui s'impose à nous, et qui va de plus en plus s'imposer à nous,
qui est philosophique, qui est civilisationnel et qui a une portée anthropologique. C'est au moment où des systèmes organisent de plus en plus le cours des choses et à qui on délègue de plus en plus nos facultés intellectuelles et créatives, qu'est-ce qui va nous rester? Mais c'est quoi mon rôle sur Terre? Mais c'est quoi notre rôle sur Terre? Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le rôle de nos enfants? C'est d'être le futur légume de l'humanité. Alors, au moment où on ne cesse de célébrer le vivant, c'est la grande mode. Le vivant, il faut vivre comme des mouches, comme des oiseaux, comme des abeilles. Ok, on a compris. C'est presque devenu une religion, certes. Mais si on veut défendre le vivant, et notamment le vivant qui est à l'œuvre dans la biosphère, vous reconnaîtrez, mesdames et messieurs, que la condition sine qua non, duquel tout le reste dépend, n'est-ce pas, en amont, c'est de défendre le vivant qui est en nous. Le vivant qui est en nous, individuellement et collectivement, duquel tout le reste dépend, sinon bientôt nous appartiendrons à ce que j'appelle une humanité absente à elle-même. Mesdames et messieurs, je vous remercie très chaleureusement pour votre attention. Merci à vous.